Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les membres du public, que vous assistiez à cet événement dans la salle ou en direct sur Internet, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui mon travail doctoral intitulé « Quel dispositif pour la formation initiale des enseignants pour une observation outillée des gestes professionnels en référence au modèle de l'enseignement explicite ». Commençons par poser le contexte et la problématique de cette étude. Donc, en Belgique francophone, les élèves sont confrontés à un enseignement qui est peu efficace. Ça veut dire qu'ils obtiennent de faibles résultats comparativement à leurs collègues des autres pays de l'OCDE et des autres communautés belges. Par ailleurs, cet enseignement est également peu équitable. Ça veut dire qu'on constate un grand écart de performance entre les élèves issus d'un milieu socio-économique favorisé et ceux issus d'un milieu socio-économique défavorisé. Pour les enseignants, la situation n'est pas simple non plus, puisqu'environ 35% d'entre eux quittent le métier en déant leurs 5 premières années. Je suis désolée, mais c'est le bruit, je ne sais pas si ça vient de moi ou... On m'avait dit de le rapprocher assez fort. Non, non, mais c'est parce que du coup... Ok, voilà, c'est mieux ? Désolée. Alors, comment ces enseignants sont-ils formés? Ils sont formés de deux manières différentes, dans deux systèmes différents, en fonction de l'âge des élèves auxquels ils se destinent à enseigner. Donc, d'un côté, on va avoir des futurs enseignants qui vont se former directement à l'issue de leur secondaire dans des hautes écoles pendant 3 ans, et ils sont formés en même temps à la pédagogie et aux disciplines qu'ils enseigneront à des élèves du primaire, préscolaire et secondaire inférieur. De l'autre côté, on va plutôt avoir des futurs enseignants qui se spécialisent d'abord dans une discipline à l'université, et donc ils font d'abord un master, et ce n'est qu'à la fin de leur master ou à l'issue de celui-ci qu'ils se forment à la pédagogie dans le cadre de ce qu'on appelle l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. Depuis 2004, il est également possible de faire ce qu'on appelle un master à finalité didactique. Ces étudiants sont donc formés à la pédagogie pendant leur master, mais donc toujours assez tardivement par rapport à leur spécialisation disciplinaire. C'est donc ce qu'on appelle plutôt un modèle de formation consécutif. Alors, malgré ces différences, ces deux grands types de formation partagent des similitudes et elles visent à développer un même type d'enseignant. Donc, elles visent à développer les mêmes compétences, c'est décrétal, auprès de ces différents futurs enseignants, dont notamment le fait que ces futurs enseignants doivent être capables de planifier, gérer et évaluer des situations d'apprentissage. Alors, dans ce contexte, dans le contexte de la formation initiale des enseignants, tout comme dans les autres niveaux d'enseignement, il y a une grande liberté pédagogique. Ça veut dire que les formateurs d'enseignants ont la responsabilité d'organiser la formation en disposant d'une grande marge de manœuvre tant que les activités qu'ils proposent respectent les décrets. Alors, c'est une situation qui pourrait sembler confortable, mais ces formations doivent évidemment être efficaces en regard des attentes sociétales. Et on l'a vu en début d'intervention, dans notre système, on a de grandes marges d'amélioration. Face à cet enjeu, le travail que je vous présente aujourd'hui s'inscrit dans une série de travaux menés par l'Institut d'administration scolaire de l'Université de Mons au sujet de la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. Ceci dit, on verra aussi en fin de présentation que le travail permet de donner des pistes plus générales qui concernent également la formation des autres enseignants. Alors, il convient de préciser que ces travaux ont été menés avec en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler une double casquette, c'est-à-dire que dans le cadre du dispositif que je vais vous présenter, je suis formatrice d'enseignants et je mène des travaux de recherche sur mes propres actions
de formation. Donc c'est en quelque sorte deux casquettes, une casquette de formatrice et de chercheur qui sont fortement imbriquées dans le travail que je vais vous présenter. Plus particulièrement, ce travail s'inscrit dans un travail de thèse précédent, qui est celui de mon collègue. Ah, je vois que ma... Ah, ça va, ouf. Je regardais par là et je ne voyais plus ce que je faisais. Plus particulièrement, donc, ça s'inscrit dans le travail de mon collègue Antoine de Robert-Mazur, qui a conçu, mis en œuvre et évalué la première version d'un dispositif de formation des enseignants, donc avec une casquette ici également de chercheurs et de formateurs. Je ne vais pas vous présenter ce dispositif dans son ensemble, mais les grandes lignes et le rapport entre ce dispositif et mon travail. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, ce dispositif comporte deux grands types d'activités. Des activités pratiques préparatoires à l'enseignement qui se déroulent à l'université et des activités sur le terrain, donc dans les écoles secondaires. Alors, à l'université, dans le cadre des activités, est notamment proposée aux futurs enseignants une activité de micro-enseignement. Le micro-enseignement, qu'est-ce que c'est? C'est une activité au cours de laquelle chaque futur enseignant s'exerce à donner cours face à ses collègues de l'université qui endossent soit le rôle d'observateur, soit le rôle d'élève. Donc, ils jouent, ils font comme s'ils étaient des élèves du secondaire. Cette leçon, pour chaque futur enseignant, elle est filmée et elle fait l'objet de ce qu'on appelle une rétroaction vidéo. Ça veut dire que chaque futur enseignant regarde la vidéo de sa pratique avec un formateur pour porter un regard réflexif sur celle-ci, donc dit autrement, pour analyser ses forces, ses faiblesses et dégager des pistes d'amélioration au sujet de sa pratique avant d'aller donner cours face à de vrais élèves du secondaire dans les écoles. Donc, les élèves sont entraînés, on ne les envoie pas dans les écoles avant qu'ils n'aient fait un minimum d'entraînement pratique. Avec sa casquette plutôt de chercheur, mon collègue Antoine de Robert-Mazur a étudié la manière dont les futurs enseignants portent un regard réflexif sur leur pratique lors de ces différentes activités. Et mon travail vient vraiment s'imbriquer dans le sien à partir de différents constats assez importants qu'il a fait. Il s'est notamment rendu compte via son travail de recherche que les futurs enseignants éprouvaient de grosses difficultés à décrire leur pratique objectivement, même lorsqu'on les confrontait à la vidéo de leur pratique. Et il s'est également rendu compte que les futurs enseignants justifient très peu leur pratique et que quand ils le font davantage à partir d'arguments personnels assez peu satisfaisants. Par exemple, ils se basent beaucoup sur leur ancienne expérience d'élèves pour choisir les activités qu'ils proposent à leurs propres élèves. Alors, ce n'est pas inintéressant, mais on peut les ouvrir vers d'autres types de justification de leur pratique. Et donc, mon travail vient vraiment s'inscrire à la suite de cette première recherche que je viens de vous raccourcir fortement. Et mon travail vise en fait à améliorer le dispositif de formation qui avait déjà été mis en place à l'époque. Comment? Via une méthodologie d'observation directe des pratiques effectives des futurs enseignants. Cette méthodologie devant être utile pour les futurs enseignants, pour les aider justement à analyser plus objectivement leurs pratiques. Et ça doit aussi être utile par la même occasion pour produire de la connaissance, pour produire des connaissances au sujet des pratiques des enseignants. Alors pourquoi faire une thèse sur les pratiques des enseignants? Vous avez peut-être déjà vu passer ce genre d'images humoristiques sur les réseaux sociaux où en fait on peut voir qu'entre ce que fait un enseignant ici dans la 6e case, entre ce qu'il fait face à ses élèves et ce que pense toute une série de personnes, il peut y avoir un écart. Il peut y avoir un écart entre ce que nos amis pensent qu'on fait quand on donne cours. Il peut y avoir un écart entre ce que nos parents pensent que l'on fait et ce que l'on fait réellement. Entre ce que nos étudiants ont comme image de nous parfois, ou encore entre ce que la société en général pense des enseignants. Tous les profs sont en vacances, évidemment, tout le monde le sait. Je plaisante, évidemment. Et de manière un peu plus subtile, il y a aussi un écart assez naturel
entre ce que l'on pense faire et ce que l'on fait vraiment. Et donc, je suis passée par cette petite image humoristique pour vous montrer que tous ces domaines-là, ils ont été investigués en recherche à l'aide de questionnaires. Donc, en général, on demande aux gens ce qu'ils pensent de l'enseignement et on obtient toute une série d'informations intéressantes. Mais ce que font vraiment les enseignants dans les classes, ça a fait l'objet de peu de recherches, en tout cas en francophonie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez coûteux en temps. C'est une méthodologie assez compliquée. Alors moi, j'ai mis en place cela, ce qui m'a permis de formuler la question de recherche suivante. Quels sont les gestes professionnels mis en œuvre par les futurs agrégés de l'enseignement secondaire supérieur de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation en situation de micro-enseignement que je vous ai décrite et en situation de stage face à leurs vrais élèves. Alors les gestes professionnels, on verra en détail ce que c'est, mais on peut retenir à ce stade que ce sont des actions publiquement observables. Et les futurs enseignants qui ont participé à cette recherche, ce sont des étudiants qui ont soit un master en psychologie, soit en sciences de l'éducation, ou qui sont en fin de master, et qui se destinent à enseigner à des élèves du secondaire qui, quant à eux, pour la grande majorité, se destinent à enseigner, à devenir des professionnels dans le domaine de l'aide aux personnes. Donc ce sont des futurs périculteurs, des futurs éducateurs, etc., de 15 à 18 ans. Alors, pour vous montrer sur quoi je me suis basée pour élaborer une grille d'observation des pratiques effectives des futurs enseignants, je vais me mettre à la place d'un enseignant qui se pose la question « Comment choisir des gestes professionnels à mettre en œuvre ?» ou encore à la place d'un formateur d'enseignants, c'était mon cas il y a quelques années, qui se pose la question « Comment choisir des gestes professionnels auxquels former des futurs enseignants ?» Le tout, comme on l'a vu, dans un contexte de grande liberté. Alors, un enseignant, pour choisir ses pratiques, il peut se baser, ça arrive souvent, sur la figure d'un enseignant marquant. Par exemple, un de ses anciens enseignants. Il peut aussi se baser sur ce qu'il observe chez ses collègues. Il peut naturellement se baser sur les recommandations que lui font ses formateurs, tant en formation initiale qu'en formation continuée, ou encore sur les avis que lui donnent les parents d'élèves. Et toutes ces personnes, en fait, qu'on vient de voir, elles sont elles-mêmes influencées par toute une série de choses. Elles sont toutes influencées par leur passé en tant qu'élèves, par l'image des enseignants qu'on nous montre dans des films, dans des romans. Elles sont aussi influencées par ce qu'elles lisent dans des ouvrages de pédagogie, des revues professionnelles, des manuels, des articles scientifiques, des sites de partage de ressources entre enseignants et encore tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Alors encore une fois, ça pourrait être particulièrement... Ah, il y a un décalage en plus entre... Ok. Encore une fois, ça pourrait être particulièrement confortable si, conformément à une idée répandue, tout se valait en éducation. Or, en fait, il n'en est rien. Il existe en fait des pratiques qui ont fait, qui ont été validées par une forme de preuve scientifique. Et il existe aussi des pratiques qui sont plutôt basées sur les traditions, les croyances ou encore certains effets de mode. Par exemple, l'enseignement explicite qui a été utilisé dans le cadre de Bon Travail pour élaborer la grille d'observation ou encore le programme Success for All sont des programmes, des pratiques qui ont été validées par des recherches scientifiques menées dans des classes et des écoles. À l'inverse, certaines pratiques telles que la pyramide de l'apprentissage ou encore les intelligences multiples, ce sont plutôt des pratiques basées sur plutôt des effets de mode et en tout cas, ça n'a pas fait l'objet de validation scientifique. Il existe donc des pratiques plus efficaces que d'autres, mais en fait, ça veut dire quoi, efficace? Efficace, ça veut dire en fait ce qui produit son effet. C'est très général comme définition. Et donc, l'efficacité, elle se définit en fonction des résultats que l'on veut atteindre. Il y a donc plein de définitions
de l'efficacité. Et derrière chacune de celles-ci se cachent des valeurs. Par exemple, en voici un exemple de vision de l'efficacité qui est celle de Bloom. Alors Bloom, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans le passé, les sociétés ont largement reposé sur une prédiction et une sélection des talents conçus pour obtenir un petit groupe de personnes bien éduquées. Les sociétés modernes optent pour le développement éducatif d'un plus grand nombre de personnes. Toute société qui accorde une telle valeur à l'éducation et à la scolarité jusqu'à obliger tout individu à consacrer à l'école une partie importante de sa vie, ne peut se contenter de sélectionner des talents, elle doit les développer. Donc ça, c'est un exemple de définition avec laquelle, dans le cadre de mon travail, je suis assez d'accord. C'est là-dessus que je me base. Alors, par contre, une fois qu'on est d'accord sur une définition de l'efficacité telle que celle-ci, il faut alors vérifier qu'on atteint les objectifs qu'on s'est fixés. Là, je ne vois plus mon PowerPoint du tout. OK. Et il va plus loin. D'accord. Dit autrement, donc je reprends quand même, on a une définition de l'efficacité, celle de Bloom. C'est une vision assez politique, assez intéressante, mais entre guillemets, c'est bien beau. Il faut alors se doter de moyens pour vérifier qu'on atteint réellement ce type de grande finalité. Dit autrement, l'efficacité, elle ne se décrète pas, elle se mesure. Et Bloom, en fait, nous propose également un moyen de mesurer sa vision un peu politique de l'efficacité. Et il nous dit en fait qu'un enseignement efficace, c'est un enseignement qui va élever la moyenne des résultats de la classe, tout en réduisant aussi les écarts de résultats entre les élèves et qui va aussi diminuer la corrélation, le lien statistique entre l'origine sociale des élèves et ses résultats scolaires. L'enseignement efficace, selon Bloom, cette définition-là, est donc également un enseignement équitable. Alors, comment sait-on ce qui est efficace au sens de Bloom? Des chercheurs se sont attelés à cette question. Ce sont des recherches qui datent des années 70, où ils ont mené dans un premier temps ce qu'on appelle des recherches corrélationnelles. Donc, ils ont pris le temps d'aller faire de nombreuses observations dans des classes et ils ont étudié les liens statistiques entre les comportements des enseignants et les résultats des élèves. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à faire des espèces de petites listes de comportements associés à une plus grande réussite des élèves. Alors à l'époque, par contre, ils n'étaient pas certains que ce qu'ils avaient observé, c'était vraiment ça qui causait la meilleure réussite des élèves. Pourquoi? Parce qu'une corrélation, ça ne permet pas de mettre en évidence un lien de cause à effet. Pour mettre en évidence un lien de cause à effet, il faut faire un deuxième type d'études. Ce sont des études expérimentales. Donc, on prend un groupe d'enseignants qu'on forme aux pratiques qui semblent intéressantes. Ici, notre petite liste qui avait été mise en évidence avant. Et on prend un autre groupe d'enseignants. On fait en sorte évidemment qu'ils soient comparables et au deuxième groupe, on leur demande de continuer à enseigner comme ils en ont l'habitude. C'est ce qu'on appelle un groupe témoin. En bout de course, on compare les résultats des élèves des deux groupes et ce que ces chercheurs ont montré, c'est que les élèves des enseignants formés aux pratiques ici qui avaient été déterminées lors des recherches précédentes obtenaient effectivement de meilleurs résultats. Ces recherches-là, elles ont permis de mettre en évidence donc plusieurs gestes efficaces sur l'apprentissage des élèves et c'est sur une sélection de ces gestes que se centre mon travail. Donc, dans le cadre du dispositif dont je vous ai parlé en début d'intervention, j'ai formé les futurs enseignants à ces gestes et ensuite, j'ai observé s'ils mettaient ou non en œuvre ces gestes en micro-enseignement et en stage. Voici une vue d'ensemble de la partie plus pratique de ma thèse, donc la méthodologie et les résultats. Comme je vous le disais en début d'intervention, mon travail prend sa source dans la première version du dispositif créé par de Robert Mazur. Ensuite de ça, vous voyez que j'en ai créé plusieurs autres selon une démarche un peu qui se reproduisait d'année en année et où j'ai essayé à chaque fois d'améliorer le dispositif via une nouvelle méthodologie à chaque fois. Et dans le cadre de chaque dispositif, j'ai mené différentes études dont je vais vous montrer quelques résultats.
Je vais commencer d'abord par vous expliquer la première méthodologie que j'ai mise en place pour améliorer le dispositif de formation, qui est, comme je vous le disais en début d'intervention, une méthodologie d'observation directe des pratiques des enseignants en micro-enseignement et en stage. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, comme vous le voyez, j'ai filmé chacun des futurs enseignants avec une caméra reliée à un ordinateur. Et sur cet ordinateur, j'avais, dans un logiciel spécifique, inséré une grille d'observation. Alors, pour vous montrer encore un peu plus en détail à quoi ça ressemble, ce machin-là que j'ai créé, je vais sortir un petit instant du domaine de l'enseignement pour vous parler d'un autre domaine que tout le monde connaît de plus ou moins loin. C'est le football. Alors, quand vous regardez un match de foot à la télé, vous avez déjà sans doute tous vu apparaître à l'écran des petites statistiques vous montrant par exemple le temps de possession du ballon par chacune des deux équipes ou encore le nombre de tirs au but de chacune des deux équipes. Alors quand vous voyez ça, sachez qu'en fait se cache derrière ce boulot-là des observateurs qui décortiquent tout le match avec un logiciel spécifique, une grille d'observation. Et par exemple, ici, on voit qu'il relève toutes les passes pendant tout le match. Et donc, par exemple, dans ce logiciel-là, sur cette ligne-ci, on pourrait voir toutes les passes et on peut aller les revoir si on veut. Les observations sont synchronisées à la vidéo. Eh bien, moi, en fait, j'ai fait la même chose, mais dans le domaine de l'enseignement. Donc, j'ai filmé chaque futur enseignant et je l'ai observé avec la grille que j'avais créée. Et puis, j'ai relevé tous ces gestes au cours d'une leçon. Par exemple, ici, sur cette ligne, on peut voir tous les feedbacks, tous les retours qu'il a donnés à ses élèves pendant une leçon. C'est donc un travail assez complexe et minutieux qui a été réalisé. Donc, dans l'exemple que je viens de vous montrer, 271 gestes différents ont été relevés en continu pendant une leçon de 40 minutes sur le terrain, pas le terrain de foot cette fois, mais les classes. Et le même travail a été réalisé pour les 35 autres heures de cours observés. Alors, je vais maintenant vous montrer une sélection de résultats que j'ai obtenus durant mes 2 premières études. Donc, ce sont les études que j'ai menées lorsque j'ai mis en place pour la première fois ce dispositif-là. Et donc, j'ai observé chacun des futurs enseignants inscrits au dispositif en micro-enseignement et en stage. J'ai aussi fait une forme de contrôle qualité de mon travail en lisant les travaux de ces étudiants et en regardant si la grille que j'avais créée, elle était utile non seulement pour ma recherche, mais aussi pour eux, pour les aider à analyser leurs pratiques. Alors, je vous présente d'abord des résultats très généraux sur 2 grands types de gestes. En fait, on pourrait dire que l'enseignement, c'est composé de 2 grands types de gestes. La gestion de classe, qui consiste à instaurer et maintenir les conditions pour que les apprentissages puissent se réaliser, et la gestion des apprentissages, qui consiste à enseigner les contenus estimés nécessaires par la société. Alors, sur ce graphique, on peut voir sur l'axe vertical le nombre de gestes posés par chaque futur enseignant sur une leçon de 40 minutes, et sur l'axe horizontal, chacun des 13 futurs enseignants observés en situation de stage cette année-là. On peut voir que chaque futur enseignant met beaucoup plus en place de gestion des apprentissages en rouge que de gestion de classe en bleu. Nous reviendrons sur ce résultat un peu général en fin d'intervention dans le cadre de la discussion. Je vais maintenant plutôt passer du temps à analyser avec vous un geste précis, parce que vous voyez que chacune de ces 2 grandes familles de gestes, elle se décline en toute une série de gestes plus précis. Nous, on va parler de ce qu'on appelle l'objectivation de la compréhension. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le fait d'essayer de rendre visible quelque chose d'invisible, c'est-à-dire la compréhension des élèves. Les recherches dont je vous ai parlé au début, elles montrent que les enseignants efficaces vérifient la compréhension de leurs élèves toutes les 2 à 3 minutes. Alors, dans le cadre de ma thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait 2 manières assez différentes et pas vraiment équivalentes de mettre en œuvre ce geste-là. Le premier, c'est ce que j'ai appelé des objectivations stéréotypées de la compréhension. Je vais vous donner un petit exemple tout de suite. Imaginons que je m'arrête maintenant
et que je vous demande « Ok, ça va? Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent ?» Je ne suis pas certaine qu'il y aurait quelqu'un qui lèverait la main pour dire qu'il n'a pas compris. Parce qu'en général, quand on pose ce genre de questions à nos élèves, ils hochent la tête et rares sont ceux qui se manifestent pour dire qu'ils n'ont pas compris. Ce que j'aurais pu faire, si je n'avais pas que 45 minutes et visiblement des petits problèmes de micro par-dessus le marché, c'est que j'aurais pu m'arrêter et alors choisir quelqu'un et lui demander « Peux-tu reformuler avec tes mots ce que nous venons de voir ?» Et alors là, cette personne-là aurait été obligée de m'expliquer un peu ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris. Et moi, j'aurais eu de vraies infos intéressantes pour pouvoir lui donner un retour sur son apprentissage. Si on regarde comment sont mis en œuvre ces deux types de gestes par nos étudiants, avec le même type de graphique que tout à l'heure, on se rend compte en micro-enseignement qu'ils mettent davantage en œuvre des objectivations stéréotypées de la compréhension, donc les petits « OK, d'accord, ça va », en moyenne 9 par leçon de 40 minutes, et beaucoup moins en rouge d'interventions où ils s'arrêtent pour vérifier réellement la compréhension de leurs élèves. Si on regarde ce qu'ils font en stage, on se rend compte qu'il y a toujours plus de petits « OK, d'accord, ça va », mais tous se mettent en rouge. On voit quasiment tous, sauf le dernier, se mettent à s'arrêter plus régulièrement pour vérifier réellement la compréhension de leurs élèves, bien qu'ils le fassent un peu moins toujours que l'autre geste. Alors, ça, c'était une première sélection de résultats que j'ai obtenue lors de la première version du dispositif. Ensuite de ça, j'ai amélioré la grille et j'ai mené les deux mêmes études, mais cette fois-ci avec de nouveaux futurs enseignants, c'est-à-dire avec une nouvelle cohorte complète inscrite au dispositif que j'ai à nouveau observé en micro-enseignement et en stage. J'ai fait le même type de contrôle qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai fait une dernière salve d'études par la suite où j'ai vérifié la fiabilité interjuge de ma grille avec des observateurs novices. À nouveau, ici, je vous propose une sélection de résultats. Avant ça, je vous explique un peu comment j'ai amélioré ma grille en allant encore un peu plus dans le détail sur certains gestes. Et à nouveau, je vous propose une petite mise en situation. Imaginons toujours que je n'ai pas que 45 minutes pour vous présenter tout ça. Je pourrais vous poser cette question. Qui peut réexpliquer avec ces mots la manière dont les recherches sur l'enseignement efficace ont été menées? Si je faisais ça, il y aurait sans doute un peu d'hésitation au début, et puis à un moment, il y aurait sans doute une ou deux personnes qui lèveraient la main, qui seraient sans doute plus à l'aise. En général, c'est ce qu'on observe dans les classes, c'est que ceux qui vont lever spontanément la main, on est quasiment sûr qu'ils ont les bonnes réponses. Je pourrais aussi, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose, je pourrais aussi dire ceci. Je vais choisir quelqu'un pour me réexpliquer avec ces mots la manière dont les recherches sur l'enseignement efficace ont été menées. Donc, ça se ressemble, mais finalement, c'est assez différent. Et à ce moment-là, je serais obligée de choisir. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais choisir quelqu'un qui lève la main. Mais alors, ce serait un peu la même chose, finalement, que ma première question, où finalement, je laissais les personnes choisir. Je pourrais aussi choisir quelqu'un qui ne lève pas la main. Mais alors là, lequel choisir? Le résultat serait sans doute pas pareil si je choisis un de mes deux promoteurs, par exemple, qui a lu mon travail plusieurs fois, que si je choisis quelqu'un qui m'écoute pour la première fois. Donc, vous voyez, ça avait l'air idiot, mon histoire, mais c'est pas si facile que ça. Ensuite de ça, ce que je pourrais faire aussi, dernier truc, c'est que je pourrais prendre la liste des inscrits et en choisir un au hasard. Ça a l'air un peu idiot, mais quand c'est bien utilisé, c'est en fait, ce serait la manière la plus juste et la plus équitable de vous interroger. Parce qu'en fait, imaginons que sur mes 45 minutes, j'ai le temps de vous poser plein de questions en vous choisissant au hasard. En fait, j'augmente votre participation et j'augmente mes chances de vous donner du feedback. Et donc, les recherches sur l'enseignement efficace, elles disent que c'est une assez bonne manière de faire, à condition évidemment d'expliquer aux élèves pourquoi on fait ça, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer la réflexion pour élaborer la grille et pour essayer de déterminer des comportements observables à observer.
et vous donner aussi, mais ça je l'ai dit, un exemple de geste qui a l'air apparemment un peu microscopique, peut-être anodin, mais qui peut avoir un impact majeur sur les apprentissages. Alors si on regarde au niveau des résultats, cette fois, quel type de résultats on observe en vrai quand on observe les étudiants, je vous mets ici un exemple d'un petit rapport qui a été fourni à une des étudiantes qui a été observée en stage. Donc ça, avec le logiciel, on peut lui donner les résultats de son observation directement après sa leçon, un peu comme ils le font avec mon histoire de foot. Directement après le match, ils montrent aux joueurs les statistiques. Ici, cette étudiante, elle avait ainsi pu se rendre compte qu'à 30 reprises, elle avait posé des questions sans désigner quel élève devait répondre, et c'était donc les élèves qui choisissaient qui répondaient. En général, ce qui se passe alors, c'est que ce sont les bons élèves uniquement qui répondent, et que seulement à 3 reprises, elle avait choisi elle-même qui répondait. Elle n'avait pas utilisé, par contre, le petit système dont je viens de parler, de piocher au hasard. Ici, je me suis permis de vous montrer seulement les résultats d'un cas, mais les résultats sont assez similaires chez tous les futurs enseignants observés. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit, cette étudiante-là? Ben justement, elle dit que avant de mener une telle analyse un peu microscopique sur ces gestes, elle ne se rendait pas compte, en fait, de la différence qu'il pouvait y avoir entre toutes les fois où elle ne désignait pas les élèves et les fois où elle le faisait. Au niveau de la discussion, maintenant, nous allons discuter 2 grands types de résultats. Le premier, on l'a vu, c'est que les futurs enseignants mettent en œuvre beaucoup plus d'interventions de gestion des apprentissages que d'interventions de gestion de classe. Ces résultats sont cohérents avec la littérature et en particulier avec le stade de l'idéalisation mis en évidence par Chouinard, qui nous dit que les débutants considèrent qu'ils n'auront pas de problème de gestion de classe ni de difficulté à développer de bonnes relations avec les élèves. Par conséquent, ils consacrent relativement peu de temps à planifier et à mettre en œuvre dans leur classe un système cohérent de gestion de classe. Cette forme d'idéalisation, elle est également présente chez certains formateurs, selon le National Council on Teacher Quality, qui nous dit qu'il existe un présupposé sous-jacent chez certains formateurs, selon lequel, si les enseignants enseignent bien, les étudiants seront engagés dans l'apprentissage et aucun problème de gestion de classe ne surviendra. Alors, les résultats qu'on a vus, ils sont quand même également, et c'est normal, dus au contexte dans lequel on les a observés. En micro-enseignement, donc l'activité que je vous ai décrite, les étudiants qui jouent le rôle d'élèves sont généralement calmes, sont des faux élèves, entre guillemets, et même quand ils sont un peu moins calmes, mais en fait, leurs collègues n'osent pas intervenir et mettre en œuvre des interventions de gestion de classe parce qu'ils considèrent que ce sont leurs collègues et que ce sont des adultes. Donc là, autant notre activité de micro-enseignement, elle est réaliste sur beaucoup d'aspects, autant là, on pourrait l'améliorer. En stage, on a un autre phénomène qui est que les vrais élèves du secondaire sont généralement, en tout cas quand on a fait les observations, assez calmes en présence du maître de stage et de l'observateur. Quoi qu'il en soit, les résultats indiquent que les futurs enseignants ont peu d'occasions d'apprendre à gérer la classe, alors qu'il s'agit en fait d'une de leurs principales difficultés et aussi d'une des principales causes de l'abandon du métier. Le deuxième résultat important à discuter avec vous, c'est qu'on l'a vu, les futurs enseignants mettent en œuvre peu d'objectivation spécifique de la compréhension et ne planifient pas un système cohérent de désignation de leurs élèves. Alors ces résultats, selon nous, ils renforcent l'idée de former les futurs enseignants à ce qu'on appelle un kit du débutant de pratiques pédagogiques fondamentales ou encore ce que Cohen et ses collègues appellent des compétences pédagogiques vitales pour assurer leur maintien dans la profession. En effet, ça a l'air d'être des gestes un peu idiots vus comme ça, mais on se rend compte que si on n'y forme pas les étudiants, ben, ils ne savent pas les mettre en œuvre, ils sont alors après en difficulté et leurs élèves sont aussi en difficulté. En conclusion, je vais vous présenter une série de pistes d'amélioration de la formation des enseignants qui ressortent de mon travail.
Les premières pistes, c'est au niveau de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur sur lequel porte mon travail, puisque une réforme de la formation initiale des enseignants est annoncée et on nous annonce notamment que cette formation-là va doubler de volume. Donc, on va passer d'une demi-année académique à une année complète et on n'a pas trop besoin de réfléchir avec mes collègues à ce qu'on va faire. On a déjà plein d'idées suite aux travaux qu'on a menés. Donc, il serait intéressant de créer des modules pour entraîner les futurs enseignants à poser des gestes précis, tels que ceux dont on a parlé aujourd'hui, en tenant compte des différents contextes auxquels ils sont confrontés. Dans le cadre de ces activités, il serait intéressant de donner parfois des rôles plus précis aux étudiants qui jouent le rôle d'élèves. On pourrait par exemple leur demander de mettre en œuvre de manière réaliste différents types d'écarts de conduite, de sorte que les futurs enseignants puissent s'exercer à gérer la classe, vu qu'on s'est rendu compte que finalement l'activité ne leur permettait pas vraiment de faire ça. On pourrait aussi, à l'instar de Cohen et ses collègues dans un article tout récent, mettre en place des activités de simulation assistées par ordinateur pour confronter les futurs enseignants à des comportements d'élèves plus réalistes. Donc ici, on voit qu'il y a un futur enseignant qui s'entraîne à donner cours face à des avatars et derrière ceux-ci se cachent en fait des acteurs qui sont entraînés à réagir comme des élèves. On peut aussi formuler des pistes d'amélioration de la formation en général, pas uniquement de l'agrégation. En effet, la nécessité d'améliorer la formation pratique à certains gestes, en fait, elle ne concerne pas que cette formation assez courte, elle concerne aussi d'autres formations plus longues qui se dispensent en haute école pour les autres futurs enseignants. C'est notamment ce que nous disent les résultats de De Sterck et ses collègues qui mettent en évidence dans leur enquête que malgré les expériences de stage répétées durant la formation initiale, certains diplômés n'en jugent pas moins qu'ils n'ont pas acquis cette compétence, à savoir la gestion de classe. Il s'agit donc d'un constat important à l'heure de la réforme de la formation initiale des enseignants. En effet, il ne suffit pas d'allonger une formation ou encore de la diluer pour l'améliorer. Par exemple, il ne suffit pas d'allonger les stages parce qu'il ne suffit pas en fait de pratiquer pour s'améliorer. Donc, encore dit autrement, ce n'est pas uniquement en forgeant qu'on devient forgeron. On doit réfléchir à améliorer encore les rétroactions qu'on fournit à tous ces futurs enseignants-là, notamment en fondant celles-ci sur une analyse fine des gestes professionnels au regard de stratégies fondées sur des données probantes. Le recours à des stratégies fondées sur des données probantes, donc validées par des recherches scientifiques, en va de la responsabilité des enseignants et de leurs formateurs. Je vais donc faire un dernier détour par la philosophie éthique et en plus particulièrement par le principe responsabilité de Hans Jonas, qui trouve son origine dans une réflexion sur les dérives du développement technologique, dont la surexploitation des ressources de la planète et le réchauffement climatique. Dans son ouvrage, Jonas propose une série de principes au sujet de la responsabilité qui s'appliquent selon lui à un ensemble de professions. À la fin de ma thèse, j'ai fait un parallèle entre ces principes et le domaine de l'enseignement, que vous pourrez lire si ça vous intéresse à la fin de ma thèse. De manière un peu résumée, on peut résumer le propos de Jonas de la sorte, c'est que la responsabilité est un corrélat de pouvoir, de sorte que l'ampleur et le type du pouvoir déterminent l'ampleur et le type de responsabilité. Alors, les recherches dont je vous ai parlé, elles montrent que l'enseignant, non seulement il a un effet, donc une forme de pouvoir sur l'apprentissage des élèves, mais que cet effet, ce pouvoir, est très différent selon le type de stratégie qu'il choisit de mobiliser ou non à tel ou tel moment. Donc, en quelque sorte, comme il a ce pouvoir, il a aussi un petit peu la responsabilité qui va avec. Dit autrement, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ça, c'est pas Jonas qui le dit, c'est l'oncle de Peter Parker, alias Spider-Man. Ce principe de responsabilité est donc une composante importante du métier, à travailler dès la formation initiale.
Alors, petite nuance quand même, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais pas une grande culpabilité. Hein. Les situations d'enseignement-apprentissage auxquelles les enseignants sont confrontés sont très complexes et inscrites dans un contexte beaucoup plus large que ce que je vous ai raconté aujourd'hui sur des petits gestes. Donc, on a aussi la classe, l'école, le système éducatif et la société en général. Il y a donc de nombreux facteurs qui influencent les apprentissages des élèves et pas uniquement les actions de l'enseignant. Il y a aussi le milieu social des élèves et des phénomènes plus structurels liés au système éducatif. Néanmoins, je suis obligée aussi j'ai fait une petite nuance, mais je dois nuancer ma nuance. Vous voyez à quel point c'est un peu complexe. L'enseignant, au final, reste libre de choisir ses pratiques d'enseignement, ce qui implique donc la responsabilité de choisir celle dont l'efficacité a été démontrée par des recherches empiriques. Dit autrement, tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Si je reprends cette diapositive du début d'intervention avec un enseignant confronté à une multitude d'informations parfois contradictoires et de qualité variable, je souhaiterais clôturer cette présentation par la réflexion suivante. Pour pouvoir assumer cette responsabilité de choisir les meilleures stratégies parmi l'ensemble des produits pédagogiques auxquels il est constamment confronté, encore faut-il que chaque enseignant ait été formé à une palette de stratégies via notamment la lecture critique de différents types d'écrits en éducation, notamment pour distinguer ce qui est fondé sur des données probantes et ce qui relève plutôt d'opinion. Il doit également être formé à une démarche qui lui permet de choisir quelle stratégie pédagogique mettre en œuvre dans telle ou telle situation à partir de critères scientifiques. Il doit être formé, on l'a vu, à la pratique, donc à la mise en œuvre de ses gestes en classe et à l'analyse objective de ses propres pratiques au regard de la littérature scientifique en formation initiale et dans le cadre de la formation continuée. Il s'agit d'une question éthique pour chaque enseignant et pour chaque élève parce qu'ils y ont droit. Je vous remercie de votre attention.